Mes chers abonnés, asseyez-vous, accrochez-vous à vos sièges, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une histoire ordinaire. Quand le vieux baobab commence à chanceler, les singes savent déjà qu'il faut courir vite ou changer d'arbre. Oui, mes amis, la succession de Paul Biya n'est pas un jeu de pacotille. Ce n'est pas un débat de bureau. Ce n'est pas non plus un feuilleton pour occuper les après-midi pluvieux. Non. C'est un drame politique, un vrai. Et à chaque coin de couloir, à chaque poignée de main, à chaque sourire fin, se joue une bataille silencieuse, mais brutale. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce drame à travers un personnage clé, un jeune homme de 30 ans, Bruno Bijang. Un communicant, un journaliste, un funambule du pouvoir, qui, en quelques années, a su passer de la prison centrale de Kondangui au salon feutré du palais présidentiel. Et croyez-moi, son parcours ne raconte pas seulement sa carrière, il dévoile les fractures invisibles, les guerres de clans et les alliances secrètes qui structurent le sommet de l'État camerounais. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque détail, est essentiel. Ce n'est pas juste une simple arrestation, une réhabilitation rapide ou une déclaration publique. Non, mes amis. C'est une révélation qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir camerounais. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais rater nos enquêtes exclusives. Sur Kamé News, on ne vous livre pas l'actualité ennuyeuse et sans saveur. Ici, on vous la sert bien épicée, pleine de rebondissements, avec ce ton satirique qui pique mais qui éclaire. Alors restez avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Ce que vous allez voir pourrait bien vous faire regarder la politique camerounaise autrement. Et croyez-moi, dans cette histoire, les apparences sont toujours trompeuses. Partie 1, l'homme qui a trop bien compris le vent. Bruno Bijang, le funambule du pouvoir. Mes chers abonnés, asseyez-vous confortablement, parce que cette histoire, c'est du lourd. Du très lourd. Et vous allez comprendre pourquoi, au Cameroun, la politique ressemble souvent à un grand théâtre où l'on joue des rôles que même Hollywood n'oserait pas imaginer. Aujourd'hui, on parle d'un jeune homme de 30 ans, passé presque incognito d'un petit bureau de Vision 4A, la salle des vœux au palais présidentiel d'Etoudi. Mes amis, prenez vos lunettes, parce que cette trajectoire, c'est du grand art de la survie politique. La montée fulgurante. Bruno Bijang, c'est l'exemple parfait du funambule. Il marche sur le fil du pouvoir avec une habileté qui ferait pâlir n'importe quel équilibriste. En quelques années, il passe de simple journaliste et communicant à acteur central des cercles qui comptent à Yaoundé. Mais attention, il ne s'agit pas de chance. Au Cameroun, personne ne tombe par hasard dans les bons réseaux. Chaque pas est calculé. Chaque sourire a un prix. Chaque poignée de main peut décider d'un avenir. Selon l'enquête de Jeune Afrique, Bruno a su, au moment opportun, tourner le dos à son mentor, Jean-Pierre Amougou Belinga, aujourd'hui en prison, pour se rapprocher de figures clés du pouvoir telles que Ferdinand Ngo et Samuel Mvondo Ayolo. C'est comme si, en pleine tempête, il avait choisi le bateau qui allait arriver à bon port, avant même que les autres ne réalisent que la mer était agitée. La chute et la réhabilitation. Mais attention, mes abonnés, rien n'est jamais simple. En mars 2025, Bruno se retrouve à la prison centrale de Kondangui, condamné à 6 mois pour incitation au soulèvement et atteinte à la sûreté de l'État. Oui, 6 mois derrière les barreaux pour un jeune qui avait tout approuvé. Dans un autre pays, une telle condamnation fermerait la carrière pour de bon. Au Cameroun, cela devient parfois une étape de plus dans la formation du joueur politique. Et là, attention à la magie, le 8 janvier 2026, quelques mois à peine après sa sortie, Bruno se retrouve dans le salon principal du palais présidentiel, assistant à la présentation des vœux au président Paul Biya. Imaginez la scène, il y a quelques mois, il était derrière les barreaux, aujourd'hui, il sourit poliment au maître des lieux. Les observateurs appellent cela « fluidité des loyautés ». Moi, je vous appelle ça « l'art de savoir nager dans le fleuve du pouvoir ». L'art du repositionnement. Comment Bruno a-t-il fait ce grand saut? Selon Jeune Afrique, c'est un mélange de timing, de loyauté et de réseau. Il a compris que, dans un système où les allégeances comptent plus que les convictions, il vaut mieux se rapprocher de ceux qui tiennent les rênes, et parfois, oublier un mentor tombé en disgrâce. Il y a une leçon ici, au Cameroun, la politique n'est pas une ligne droite. C'est un labyrinthe.
Et ceux qui réussissent sont ceux qui savent anticiper, pivoter et parfois sourire à la bonne personne, même si hier, cette même personne était un rival. Le miroir d'un système. La trajectoire de Bruno Bidjang n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle est le miroir d'un système où la loyauté est flexible, où les alliances se forment selon le vent, et où chaque geste compte. Hier, il défendait un mentor. Aujourd'hui, il s'incline devant les nouveaux centres de pouvoir. Demain? Qui sait? Mais une chose est sûre, ceux qui observent ce genre de mouvement savent déjà lire l'avenir politique du Cameroun entre les lignes. Et ce qui est fascinant, mes chers abonnés, c'est la rapidité. En quelques mois, un jeune cadre peut passer du statut de prisonnier à celui de communicateur stratégique d'un clan influent. C'est ce que j'appelle l'école de la survie politique camerounaise. Un indicateur des tensions internes. Bruno Bidjang devient ainsi un indicateur précieux pour les observateurs du pouvoir. Ses choix, ses alliances et ses prises de position révèlent ce qui se passe derrière le rideau, les clans qui se dessinent, les stratégies qui se préparent, et les mouvements qui annoncent l'après-Biya. Chaque geste est un signal. Chaque mot est un message codé. Et chaque sourire au palais est un indice que la carte du pouvoir n'est pas figée. Mes abonnés, dites-moi, selon vous, Bruno est-il simplement un jeune opportuniste qui a flairé le vent, ou le baromètre des fractures et alliances qui vont façonner le Cameroun de demain? Écrivez vos avis en commentaire, likez, partagez, et surtout, abonnez-vous à Kamenews. Parce que nous, on ne raconte pas seulement l'histoire, on la lit entre les lignes, même. Partie 2, les clans qui se dessinent dans l'ombre, le vrai jeu du pouvoir. Mes chers abonnés, asseyez-vous bien, parce que dans cette partie, on va vous montrer que la politique camerounaise, ce n'est pas seulement des discours et des cérémonies. Non, c'est un véritable théâtre d'ombre, un film d'espionnage à la camerounaise où les caméras officielles ne montrent jamais la vraie scène. Officiellement, tout est calme. Le président Paul Biya est réélu. Les institutions semblent fonctionner normalement. Les communiqués du gouvernement parlent d'unité et de continuité. Mais derrière ces mots polis, derrière ces sourires de façade, c'est un autre spectacle qui se joue. Les maîtres de l'ombre. Bruno Bidjang ne s'est pas retrouvé au centre de cette intrigue par hasard. Selon Jeune Afrique, il est désormais proche de deux hommes qui, pour le grand public, semblent invisibles mais pour les insiders, tirent les ficelles. Ferdinand Ngo, le secrétaire général de la présidence, un personnage qui règne sur les couloirs d'Etoudi comme un chef de gang sur son quartier. Samuel Mvondo Ayolo, le directeur du cabinet civil, celui qui connaît toutes les routes secrètes de la présidence et qui peut faire tomber ou élever n'importe quel jeune cadre en un clin d'œil. Ces deux-là sont les pivots de ce qu'on pourrait appeler le vrai État profond camerounais. Et Bruno, jeune communicant de 30 ans, se retrouve subitement au centre de ce jeu de pouvoir. Une ascension fulgurante qui fait tourner toutes les têtes. Mais ce rapprochement n'est pas qu'une question de compétence. Non, mes amis. C'est une question de timing, de loyauté, et de réseau. Les alliances familiales et les liens secrets. Vous savez, au Cameroun, les alliances ne se font pas seulement autour d'un bureau ou d'une signature. Elles passent souvent par la famille, la région, le village. Et Bruno Bidjang, selon Jeune Afrique, aurait été introduit dans ce cercle de pouvoir par Philippe Mbarga Mboa, ministre chargé de mission à la présidence, et membre de sa famille élargie. Vous voyez le tableau? Ce n'est pas de la politique ordinaire. C'est du sur-mesure. On tisse des alliances invisibles avec du fil de soie, ou du fil de sang, selon l'expression locale. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque invitation à dîner devient une pièce d'échec dans cette partie silencieuse mais impitoyable. Bruno Bidjang comprend vite, pour survivre et avancer, il faut savoir qui tient la ficelle, et qui joue les marionnettes. Les signaux dans les déplacements officiels. Le 8 janvier 2026, Bruno assiste à la présentation des vœux au chef de l'État. Pour le commun des mortels, c'est juste une cérémonie protocolaire. Pour les observateurs avertis, c'est une scène digne de James Bond. Un jeune homme qui, quelques mois plus tôt, purgeait une peine de 6 mois de prison à Kondangui, se retrouve soudainement dans l'orbite des maîtres du pouvoir. Cela en dit long sur la fluidité des loyautés à Etoudi et sur la manière dont le système sait réhabiliter ceux qui ont compris le jeu. Au Cameroun, mes chers abonnés, une semaine peut changer tout un destin politique. Une poignée de mains bien placée peut faire oublier 6 mois derrière les barreaux. Et un sourire au palais peut transformer un ancien ennemi en allié stratégique. La politique comme une partie de stratégie.
Ce rapprochement illustre une vérité incontournable, la politique camerounaise ne se fait pas au hasard. Chaque mouvement est calculé, chaque parole a un double sens, chaque action a des répercussions invisibles. Bruno n'est pas seulement un communicant. Il est devenu un instrument, un observateur, un joueur qui peut faire pencher la balance dans un environnement où chaque clan tente de consolider ses positions. Son rôle ? Montrer sa loyauté, prendre des positions stratégiques, envoyer des signaux clairs aux rivaux et aux alliés. Dans cette partie du pouvoir, les cartes ne sont pas distribuées au hasard. Elles se prennent, se négocient, et parfois, se volent. Un avant-goût de la transition. Chers abonnés, ce que nous voyons avec Bruno Bidjang n'est pas qu'une simple carrière individuelle. C'est un microcosme de ce que sera la prochaine génération de pouvoir camerounais. Les alliances se nouent, se dénouent, se testent. Les loyautés sont flexibles. Les ambitions silencieuses se traduisent par des actes subtils mais puissants. Et chaque mouvement, chaque mot, chaque relation est un indice pour ceux qui savent lire entre les lignes. L'après-Biya, même s'il n'est pas officiellement annoncé, s'écrit déjà dans ces couloirs feutrés, dans ces cafés stratégiques, dans ces dîners où les alliances se scellent à l'abri des caméras. Alors, mes chers abonnés, je vous pose la question, même. Voyez-vous Bruno Bidjang comme un simple communicant chanceux, ou comme le symbole d'une recomposition silencieuse mais inévitable des clans au sommet du pouvoir? Écrivez vos avis en commentaire. Et souvenez-vous, ici, à Kamenews, on n'attend pas que la politique nous tombe dessus. On la décortique, on la raconte, et on vous montre ce que les autres préfèrent taire. Partie 3, le dossier SGS, quand le port de Douala devient un ring politique. Mes chers abonnés, au Cameroun, quand on vous dit que c'est seulement un dossier technique, commencez à bien attacher votre ceinture. Parce que chez nous, même un appel d'offres peut devenir un appel à la confrontation. Officiellement, il s'agit d'un débat autour du maintien de SGS au port autonome de Douala. Une question de contrôle, d'audit, de conformité. Bref, des mots sérieux, propres, bien repassés. Mais quand Bruno Bidjang sort et traite certains acteurs des « antipatriotes » et de « mafieux », ce n'est plus un simple débat administratif. C'est un tir politique. Et dans notre contexte, un tir politique n'est jamais perdu au hasard. Le port, ce n'est pas qu'un port. Le port autonome de Douala, ce n'est pas seulement des conteneurs et des grues. C'est le cœur économique du pays. C'est là que transite une grande partie des importations et exportations. Qui contrôle le port influence les flux. Qui influence les flux influence l'économie. Et qui influence l'économie, influence la politique. Donc quand le nom de SGS apparaît dans la discussion, on parle en réalité d'un levier stratégique. Ce n'est pas un débat de comptable. C'est un débat de positionnement. Des mots qui ne sont pas innocents. Antipatriote. Mafieux. Dans la communication politique, les mots sont des armes. Et Bruno Bidjang ne parle pas au hasard. Selon l'enquête de Jeune Afrique, cette sortie viserait indirectement une figure influente du gouvernement, Louis-Paul Motaz. Personne n'est nommé officiellement. Mais dans les cercles informés, tout le monde comprend. Au Cameroun, on peut ne pas citer le nom, mais envoyer le message. Et quand un jeune communicant s'attaque verbalement à un ministre des Finances en exercice, ce n'est pas de l'improvisation. C'est qu'il sait qu'il n'est pas seul. Une guerre économique qui cache une guerre d'influence. Ce dossier dépasse la question de SGS. Il révèle un affrontement plus large, celui des factions qui cherchent à consolider leur position dans la perspective d'une transition future. Dans les régimes de longévité exceptionnelle, la bataille pour la succession ne commence pas par des discours publics. Elle commence par le contrôle des leviers. Les finances. Les infrastructures. Les nominations stratégiques. Quand un clan consolide son influence sur un secteur économique majeur, il prépare l'avenir. Pas forcément pour demain matin. Mais pour le moment où l'équilibre changera. Le message caché derrière la polémique. Ce qui est fascinant dans cette séquence, c'est le timing. Bruno Bidjang vient d'être réhabilité politiquement. Il est désormais perçu comme proche de cercles influents autour de la présidence. Et soudain, il attaque frontalement un dossier sensible. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une démonstration. Une manière de montrer qu'il est aligné. Qu'il défend une ligne. Qu'il est prêt à monter au front médiatique. Dans les systèmes politiques structurés par les clans, chacun a un rôle. Certains décident.
D'autres exécutent. D'autres communiquent. Et parfois, la communication sert à tester les rapports de force. Un test de puissance en pleine lumière. La grande question est simple. Est-ce que cette sortie restera une polémique médiatique, ou marquera-t-elle un déplacement réel de pouvoir? Parce que dans ce type de contexte, chaque confrontation publique sert de baromètre. Si la riposte est forte, c'est que l'équilibre est fragile. Si le silence domine, c'est que les lignes ont peut-être déjà bougé. Et au Cameroun, le silence est souvent plus révélateur que le bruit. Le signal pour l'après. Ce dossier nous montre une chose essentielle. Les débats économiques actuels sont aussi des répétitions générales pour l'après-Paul Biya. Personne ne parle officiellement de succession. Mais tout le monde renforce ses positions. Et quand un communicant jeune, récemment sorti d'une période difficile, prend le risque d'attaquer indirectement un poids lourd du gouvernement, cela signifie que le climat a changé. On ne parle plus seulement de gestion. On parle d'alignement stratégique. Mes chers abonnés, dites-moi. Pensez-vous que cette affaire SGS est simplement économique? Ou voyez-vous, comme beaucoup d'observateurs, une bataille de clans derrière le rideau? Écrivez en commentaire. Parce qu'à Kamé News, on ne s'arrête pas au conteneur, on regarde ce qu'il y a dedans. Partie 4, l'après BYK s'écrit déjà. En mode silencieux mais bruyant. Mes chers abonnés, au Cameroun, il y a les choses qu'on dit, et il y a les choses qu'on ne dit pas mais que tout le monde comprend. Officiellement, le président Paul Biya a été réélu. Officiellement, les institutions fonctionnent. Officiellement, l'unité est totale. Mais au village, quand le patriarche commence à parler moins fort, les héritiers commencent à parler plus bas, mais plus souvent. Et c'est exactement ce que nous voyons. La succession qui ne dit pas son nom. Personne ne se lève au Conseil des ministres pour dire « Parlons de l'après-Biya ». Non. Ça ne se fait pas. On ne convoque pas la pluie devant le chef du village. Mais regardez les mouvements. Regardez les repositionnements. Regardez les alliances qui changent sans communiqué officiel. Quand un jeune communicant comme Bruno Bidjang passe de la prison à la salle des vœux présidentiels en quelques mois, ce n'est pas un miracle biblique. C'est un signal politique. Cela signifie qu'il y a un tri en cours. Un tri discret. Un tri stratégique. Dans les systèmes de longévité exceptionnels, la succession ne commence pas le jour où le fauteuil est vide. Elle commence le jour où les ambitions cessent d'attendre. Les factions s'observent et se testent. Aujourd'hui, on parle de dossiers économiques. On parle de contrats. On parle de gestion portuaire. Mais derrière ces dossiers, ce sont des clans qui se mesurent. D'un côté, ceux qu'on associe à la galaxie de Ferdinand Ngo. De l'autre, des figures comme Louis-Paul Motaz, identifiés par certains observateurs comme appartenant à une autre sensibilité du système. Personne ne dit « guerre ». Mais tout le monde comprend « compétition ». Et dans cette compétition, chaque prise de parole publique devient un message codé. Quand Bruno Bidjang attaque des « mafieux » sans citer de nom, ce n'est pas seulement un coup de colère. C'est une position. Au Cameroun, même le silence parle. Le système des allégeances flexibles. La trajectoire de Bruno Bidjang nous apprend une chose fondamentale. Dans ce système, la fidélité est importante, mais l'anticipation l'est encore plus. Hier proche de Jean-Pierre Amougou Belinga. Aujourd'hui intégré dans un cercle proche de la présidence. Est-ce une trahison? Est-ce une adaptation? Ou est-ce simplement la compréhension que le pouvoir est une rivière, celui qui ne sait pas nager change de rive? La politique camerounaise fonctionne beaucoup par réseau. Par relation. Par passerelles invisibles. On peut tomber en disgrâce. Mais on peut aussi être réhabilité. Et cela montre que la machine n'est pas figée. Elle est en mouvement constant. Une transition qui s'organise sans s'annoncer. La grande question n'est pas, est-ce que la transition aura lieu? La grande question est, qui sera déjà en position quand elle arrivera? C'est cela, le vrai combat. Pas le discours officiel. Pas les déclarations publiques. Mais la capacité à être au bon endroit, au bon moment, avec les bons alliés. Les factions ne cherchent pas forcément à renverser l'ordre établi. Elles cherchent à être prêtes. Prêtes si le calendrier s'accélère. Prêtes si l'équilibre se modifie. Prêtes si une nouvelle architecture du pouvoir devient nécessaire. Et dans ce contexte,
chaque jeune cadre qui monte rapidement devient un indice. Un thermomètre. Un baromètre du climat interne. Le miroir d'un régime en adaptation. Ce que révèle cette séquence, ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme. C'est celle d'un régime qui s'adapte. Un régime où les rivalités sont contenues, mais réelles. Un régime où les alliances sont stratégiques, mais rarement éternelles. Un régime où la question de l'avenir n'est plus théorique. L'après-Paul Biya n'est peut-être pas pour demain matin. Mais il est déjà dans les calculs. Déjà dans les repositionnements. Déjà dans les discours codés. Et mes chers abonnés, au Cameroun, quand les calculs commencent, c'est que les comptes se préparent. Alors je vous pose la question, même. Selon vous, sommes-nous face à une simple réorganisation interne ou à une véritable préparation de transition? Ces repositionnements annoncent-ils un changement profond ou juste un ajustement du système pour durer encore? Écrivez-moi en commentaire. On lit tout ici sur Kame News. Et surtout, abonnez-vous. Parce que l'histoire ne se raconte pas seulement en surface, elle se comprend entre les lignes. Conclusion, le miroir d'un système. Bruno Bidjang n'est peut-être pas l'homme le plus puissant du Cameroun. Mais il est un indicateur. Un baromètre. Un signal. Son ascension rapide, sa chute judiciaire, puis sa réintégration fulgurante montrent à quel point le système politique camerounais fonctionne par ajustement stratégique permanent. Alors je vous pose la question. Pensez-vous que ces repositionnements annoncent une vraie transition? Ou sommes-nous simplement face à un jeu d'équilibre interne sans changement réel? Dites-le en commentaire. Si cette analyse vous a éclairé, likez, partagez et surtout abonnez-vous à Kame News. Ici, on ne crie pas. On explique. On observe. Et on décrypte ce que d'autres préfèrent murmurer. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans les coulisses du pouvoir camerounais.